Bonjour à toutes et à tous. Dernier jour de la semaine, presque dernier jour aussi de la première semaine de déconfinement. Aujourd'hui en direct sur les supports numériques de Paris-Normandie, le site web, et puis la page Facebook, et puis également sur Radio Sensation avec tous les auditeurs qu'on a plaisir à retrouver chaque jour du lundi et vendredi. On innove techniquement avec du débat à 2 visioconférences. Ce premier débat va concerner aujourd'hui les plages. On a tous envie d'aller à la plage. Certains maires, vous le savez, sont pour, d'autres sont contre. Ils ont d'ailleurs leurs très bonnes raisons. Eh bien, dans quelques instants, nous serons en direct avec le maire de Deauville, Philippe Augier, et également en direct avec le maire de Dieppe, Nicolas Langlois. On va passer par Londres, et puis on va aussi faire de la musique, on va faire de la peinture, plein de choses. Restez avec nous, vous allez voir jusqu'à 13 h, un programme encore riche, varié pour vous. Messieurs les journalistes, Anthony Quindroy, bonjour. Bonjour Sylvain, et bonjour Thomas bonjour Dubois, Sylvain. La Dream Team. Ça vous va? Au complet. Ça vous va, les amis? Évidemment, mais on est bien dans la Dream Team quand même. Alors, traditionnellement, allez, du titre positif, top départ. De quoi s'agit-il? Eh bien, feu vert du gouvernement, bien sûr, pour les vacances d'été. 2 mots là-dessus, Anthony? Tout à fait. Le gouvernement qui a incité hier les Français à réserver leurs vacances pour juillet et août, en rappelant que si les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, les professionnels du secteur s'engageraient à rembourser intégralement les sommes perçues. Donc voilà, c'est plutôt positif parce que c'était vraiment quelque chose qui était très attendu par les Français, par nous d'ailleurs aussi, qui faisons partie des Français. Oui, c'était le grand questionnement depuis quelques temps, c'est de savoir est-ce qu'on allait pouvoir partir en vacances cet été et Dieu sait que ça va faire du bien, je pense, de pouvoir décompresser, partir en sachant qu'on ne pourra partir qu'en France. Pour l'instant, on ne pourra pas partir à l'étranger. Donc c'est aussi un point positif, notamment pour la région qui veut mettre le paquet sur le tourisme au niveau local. Et on a beaucoup parlé de la plage des Sables d'Olonne hier. Et voilà, donc j'en profite pour saluer les Sables d'Olonne, ma ville natale, voilà. Eh bien, avec nous, nous avons toujours pour habitude de saluer celles et ceux qui se connectent en message les premiers. Jean-Yves, Maryse, Nathalie, Bat, Norbert, Mathieu, Françoise, Marie-Lise, et puis d'autres sont là, nombreux, et d'autres vont suivre également. Messieurs, j'ai envie aussi quand même de vous reprendre sur une formule à propos des vacances. J'ai envie de vous dire, ok, on part en vacances, mais on ne saura pas où. Puis déjà, à supposer qu'on puisse partir en vacances, qu'on en ait les moyens. On ne saura pas où, et 2, on ne sait pas avec quel argent. En France, et puis avec quel argent, effectivement, pour les personnes qui ont été au chômage partiel, qui n'ont touché que 84% de leur salaire, forcément, c'est un peu plus compliqué. Après, je pense qu'il pourrait y avoir des offres aussi de la part des professionnels qui ont besoin de se refaire de la trésorerie. Donc, il y aura peut-être des offres. Mais il y a suffisamment de beaux coins, y compris ici en Normandie, pour aller justement se changer les idées cet été, je pense. Alors justement, des beaux coins en Normandie, il y en a. On a tous envie d'aller à la plage. Alors, on vous emmène à la plage. En tout cas, avec les maires des 2 villes de Deauville et Dieppe, monsieur Philippe Augier, qui est à gauche de votre écran. Bonjour, monsieur Augier. Bonjour. Et Nicolas Langlois, monsieur le maire de Dieppe, qui est à... Alors, attendez, parce que moi, c'est inversé, donc à gauche de votre écran, c'est bien ça. Voilà. Bonjour, messieurs les maires. Alors donc, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec nos petits moyens, parce que évidemment, sur la Web TV de Paris-Normandie, nous innovons, mais nous avons quand même des moyens limités. Bien, voilà, on réussit à vous mettre en face à face, et c'est très sympa. Alors, je ne sais pas par lequel on doit commencer, lequel veut prendre position. Alors, je l'ai dit, l'un de vous est plutôt favorable à l'ouverture, l'autre l'est moins. Vous avez vos raisons. Par exemple, Nicolas Langlois, vous êtes plutôt favorable. Oui, j'y suis favorable. Tous les habitants de Dieppe, dans leur immense majorité, on va dire, sont favorables à l'ouverture de notre plage, mais comme beaucoup d'habitants de la Normandie et de France, parce que le confinement n'a pas été le même pour tout le monde. Certains ont pu profiter de leur jardin ou de grands espaces, et puis beaucoup ont été confinés dans des toutes petites maisons, de petits appartements sans balcon, sans terrasse. Et puis quand on vit au bord de la mer, le front de mer, la plage, ce sont de vrais espaces de respiration. Et puis ça fait partie de notre ADN, de notre quotidien, des habitudes que l'on a. Et moi, je sais que les Dieppois, comme les habitants de l'Agglo, pour parler de mon territoire, ont souffert de ne pas pouvoir profiter de la plage et du front de mer. Alors pour autant, je souhaite un déconfinement progressif, serein, et puis solidaire. Il y avait besoin d'ouvrir nos plages. Alors pour autant, Nicolas Langlois, vous dites effectivement les habitants de Dieppe, eux, ont envie d'aller à la plage, mais évidemment, je me tourne vers Philippe Augier, bien évidemment aussi qu'à Deauville, on a envie d'aller à la plage.
Je partage les deux propos de M. Langlois, à savoir que l'ensemble des habitants ont envie d'aller sur le bord de mer et que le confinement n'a pas été le même pour tout le monde et qu'il y en a qui ont plus besoin de respirer que d'autres. Et ça, je partage également. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait ouvrir partiellement, c'est-à-dire que tout le front de mer est ouvert, il n'y a que la plage proprement dite et son sable qui ne sont pas ouverts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, quand on a des stations de notoriété comme Deauville ou Trouville ou Cabourg ou peut-être Dieppe aussi d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que la mode des bains de mer, ça a commencé à Dieppe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça. Et donc, le danger, c'est que le jour où on dit, après 2 mois de confinement, la plage est ouverte, beaucoup de gens vont débarquer, et là, il y aura un brassage que nous ne pourrons pas contrôler, et nous risquons d'accélérer une éventuelle deuxième vague. Or, aujourd'hui, dans les stations touristiques, pour l'instant, rien n'est ouvert. Hein. On n'a pas de restaurant, on n'a pas de café, on n'a pas d'hôtel, on n'a pas de casino. Pourtant, Philippe Augier, juste une chose, le préfet qui tient une conférence de presse tout à l'heure devrait annoncer la réouverture finalement des plages. Non. Il donne le cadre dans lequel les plages peuvent réouvrir si on décide de les réouvrir. Les plages ont la capacité juridique de rouvrir à la condition que la prévention sanitaire soit totale, que les contrôles soient totaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de deuxième vague. Moi, ce que je sais, c'est que sur ma plage, qui est immense, je n'ai pas les moyens de contrôler les regroupements, les dérives en réalité. Donc, on a rouvert le bord de mer. Et donc, on peut se balader sur les planches, on peut respirer l'air de la mer, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on a donné une toute petite fenêtre le matin, de façon à protéger les horaires pendant lesquels ça aurait pu être l'affluence non contrôlable. Donc, on peut, le petit matin, venir sur la plage et toute la journée sur le bord de mer. Et je vais vous dire, il n'y a plus de 12 jours à attendre. En attendant la réouverture des bistrots, des restaurants, des hôtels, tout ça va repartir. Et à ce moment-là, on aura mesuré à quel point la deuxième vague, le risque de deuxième vague sera passé. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rester en vert. Il faut que nous restions département vert. Si on ne reste pas département vert, les bistrots n'ouvriront pas et rien ne pourra réouvrir. Donc moi, je protège la réouverture. Les vacances, c'est pas tout de suite. Hein. On dit les Français veulent partir en vacances, aller respirer, etc. Encore faut-il que nous soyons des départements verts pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Justement, Nicolas Langlois, à Dieppe, comment vous allez faire pour essayer pour vous assurer que justement ce que dit Philippe Augier, qu'il y ait suffisamment de distanciation, qu'il n'y a pas de risque de relancer justement cette potentielle deuxième vague? 2 choses. La première, c'est que j'ai proposé ce matin un arrêté ajusté à la sous-préfecture et à la préfecture, précisant ce qui était autorisé, ce qui était interdit. On est sur un usage dynamique de la plage pour se baigner, pour se balader, pour faire du longe-côte, pour faire du kayak de mer, pour faire du paddle ou du kitesurf. Évidemment pas pour se poser avec sa serviette. Mais la deuxième chose, c'est, je ne sais pas si vous êtes lecteur du site Le Gorafi. C'est un site humoristique qu'on trouve sur Internet qui disait cette semaine mesdames et messieurs, tout est de votre faute. Donc évidemment que c'était satirique. Et moi, je trouve que depuis 2 mois, les Français ont été très responsables. Ils tiennent à leur santé. Ils tiennent à la santé de leurs enfants, à la santé de leurs voisins. Et donc, ils utiliseront intelligemment la plage. Et puis, on aura des agents qui seront présents pour leur rappeler les choses. Et si on veut un déconfinement qui réussit, alors il doit être progressif. On ne doit pas retourner à la normale, si je puis dire ainsi les choses. D'un jour à l'autre, il faut y aller progressivement. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, nous sommes en direct sur Paris-Normandie, les supports numériques, sur Radio Sensation également, et nous sommes en débat avec les 2 maires de Deauville et de Dieppe. Voilà, la question des plages se pose. Question suivante par Anthony Quindroy. Oui, quel argument vous donneriez, Nicolas Langlois, à Philippe Augier pour qu'il réouvre ses plages? Et vous, Philippe Augier, au contraire, quel argument vous lui donneriez pour pas qu'il réouvre? Tout simplement, on vous laisse débattre. Mais on n'a pas les mêmes configurations de plage, ni les mêmes éléments d'attractivité. Alors vous, Philippe Augier, vous ne pourriez pas autoriser seulement sur une portion des grandes plages de Deauville?
Ben, vous n'avez pas entendu, je vous ai dit qu'on autorisait pendant une partie de la journée. Oui, mais pour toute la journée, justement, pour les personnes qui... Mais vous ne m'avez pas bien entendu, je vous ai dit que ce n'est pas un problème de portion ou quoi que ce soit, c'est un problème d'attractivité lié à l'ouverture elle-même, à un moment où nous n'avons pas de besoin de provoquer cette attractivité, puisque en dehors de la plage, il n'y a aucune autre offre. Et encore une fois, je vous répète que les planches sont ouvertes, et les gens donc peuvent se balader au bord des planches. D'ailleurs, hier, il y a eu plusieurs micro-trottoirs faits sur les planches, et les gens disaient qu'ils étaient parfaitement heureux de pouvoir se balader sur les planches et qu'il n'y avait pas besoin d'être 3 mètres plus loin sur le sable ou je ne sais quoi, mais sur les planches, on peut contrôler. Vous savez que les piscines ne sont pas encore ouvertes et ne sont pas encore autorisées à ouvrir. Donc nous, on emploie tous nos personnels de la piscine pour contrôler justement ces mouvements, pour voir que la distanciation sociale est bien faite, etc. Et moi, je ne me permettrai pas de donner des conseils à mon collègue de Dieppe, qui a un autre mode de fonctionnement qu'à Deauville. On n'est pas dans les mêmes configurations du tout. Donc, je pense qu'il faut que chacun gère sa plage en fonction de ses propres objectifs. Moi, je comprends très bien que M. Langlois est ouvert. Dans la configuration où il est, c'est probablement une bonne décision. À Deauville, je pense qu'on a pris la bonne décision. D'ailleurs, elle doit être bonne puisque les 7 maires des plages des communes littorales de ma communauté de communes ont pris la même décision. Philippe Ogier, on a, vous savez, voilà, les internautes nous suivent, vous suivent en direct. On a Norbert qui dit, mais la distance de trajet étant limitée à 100 km, selon lui, il n'y a pas de risque qu'il y ait de Parisiens, puisque Paris-Deauville, ça fait plus de 100 km. Mais je ne vous ai jamais parlé des Parisiens, j'ai parlé des mouvements de population. Cette espèce de stigmatisation, d'ailleurs très entretenue par les médias, de l'anti-parisianisme, etc. Alors, je vais vous dire une chose. Nous, ici, à Deauville, nous avons 8000 résidences, 2000 permanentes, 6000 secondaires. Alors, les Parisiens, ils sont quand même un peu chez eux, chez nous. Thomas Dubois. Une question pour tous les deux, mais Nicolas Langlois peut-être va y répondre en premier. Les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre, vous les attendiez avec impatience. Qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale ? Je trouve que ça reste encore flou. On rejette encore beaucoup de décisions, notamment budgétaires, sur le dos des collectivités territoriales. Je pense aux agglomérations ou aux communes, notamment avec les exonérations de taxes de séjour ou de foncier, alors que les communes et les collectivités locales sont encore les grandes oubliées des plans de soutien du gouvernement. Et moi, je ne donne pas de conseils, je vais répondre à la question précédente quand même. Moi, je ne donne pas de conseils au maire, chaque maire fait ce qu'il veut. Après, moi, je ne conçois pas ma plage, et la plage de Dieppe, ou le front de mer de Dieppe, ou la plage de Puy, uniquement comme des zones touristiques. C'est aussi des espaces naturels qui appartiennent aux habitants. Et aller se baigner quand les piscines sont fermées, aller faire du longe-côte quand on n'a pas pu en faire depuis des mois, aller faire du kayak de mer, du kitesurf ou de la planche à voile, ça fait aussi du bien psychologiquement, physiquement, mais aussi psychologiquement dans une période difficile. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je reviens alors moi à mon tour à la question précédente, c'est-à-dire le comité interministériel du tourisme d'hier. Eh ben, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire mon collègue Langlois, à savoir que, vous savez que j'appartiens à ce comité interministériel du tourisme, et je suis précisément intervenu sur le sujet que vient d'aborder mon collègue, à savoir le traitement des collectivités locales, parce qu'on parle de l'accompagnement des entreprises de tourisme d'État, du Conseil régional, mais les intercommunalités ont également participé. Et alors, les communes touristiques, je ne vous dis pas, parce que là, il y a une participation énorme. D'abord, un manque de recettes et des aides. Et la seule chose qui nous a été annoncée hier, c'est qu'on participerait encore plus, puisque l'opportunité est donnée de ne pas facturer la totalité de la CFE aux entreprises touristiques. Mais, je rassure M. Langlois, on a de grandes discussions avec Bercy sur ce sujet, et c'est à l'étude. Ils sont en train de regarder, parce que je rappelle régulièrement à l'État que les collectivités territoriales, elles, ont l'obligation d'avoir un budget en équilibre. C'est pas la vérité pour tout le monde. Et comme on a besoin d'avoir un budget en équilibre, comme on a moins de recettes touristiques et plus de dépenses, il va falloir nous expliquer comment on va pouvoir arriver à équilibrer nos budgets et à ne pas dégrader nos ratios
à l'égard de nos endettements respectifs. Messieurs, donc ça, c'est un vrai sujet, et Darmanin s'est engagé à l'étudier à fond. Messieurs les maires, réponse courte, et je vous en remercie. On a Françoise qui nous suit, qui nous demande, monsieur le maire de Dieppe, monsieur le maire de Deauville, réponse courte, merci. Avez-vous peur d'une deuxième vague? Ouais. Enfin, avez-vous peur? Tout le monde a peur qu'il y ait une deuxième vague. Non, mais la pensez-vous probable? C'est ça plutôt la question. Ça a un impact sur la santé et sur aussi la cohésion de la société. Le meilleur moyen de résister à cette deuxième vague, c'est d'avoir des équipements de protection individuelle, assez de masques partout. Et moi, je suis en pleine distribution actuellement à Dieppe. Et on sait que c'est compliqué de s'approvisionner. Et puis, c'est aussi d'avoir un déconfinement progressif et qu'on ne force pas un retour précipité aux choses, et notamment au travail quand ce n'est pas nécessaire. Et tout ça, ce sont des éléments qui nous échappent pour l'instant. Ce sont des décisions gouvernementales. Philippe Augier, la deuxième vague? Ben non, je partage ce qui vient d'être dit, à savoir que ça doit être progressif. Et tout ce qu'on lâche aujourd'hui en termes d'ouverture doit intégrer l'idée de la réversibilité, parce que si ça ne se passe pas bien, eh bien, il faudra reculer, parce qu'il faut se protéger de cette deuxième vague. La peur n'évite pas le danger, vous le savez bien. Il ne s'agit pas de créer des peurs, il s'agit de prendre toutes les précautions. Je partage ce point de vue, et c'est bien pour ça que je n'ai pas ouvert ma plage toute la journée. Merci beaucoup. Ultime question pour Philippe Augier. On a Françoise qui nous regarde, qui voulait que vous lui redonniez les horaires précis d'accès à la bande littorale. Alors, la bande littorale, c'est toute la journée, et les planches sont praticables toute la journée, et la plage, c'est le matin jusqu'à 9h, sans aucun problème. Voilà, donc Françoise peut aller à Deauville à la plage jusqu'à 9h, ce qui n'empêche pas de passer par Dieppe, manger une moule frite, évidemment. Enfin, pas dans un restaurant. Pas dans un restaurant. Je n'ai pas suivi l'actu, Sylvain. Je n'ai pas dit dans un restaurant. J'ai dit chez des amis, à moins de 10 et distancé d'1 mètre. Ça vous va? Bien rattrapé. Voilà, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup Philippe Augier, maire de Deauville. Merci beaucoup Nicolas Langlois, maire de Dieppe, d'avoir avec nous expérimenté cette double présence face à face. Merci, au revoir. On va maintenant parler musique. C'est vendredi, on a envie d'être un peu musicien. On parlera tout à l'heure également peinture avec alors celui qu'on appelle le peintre visionnaire de l'Apocalypse. Je ne sais pas si ça lui convient, cette dénomination, mais vous verrez, on sera avec Dominique Verviche. Pour l'instant, où en sont les magasins de musique, d'instruments de musique? Parce que derrière, on va recevoir un artiste. Regardez quelques images qui nous sont proposées par Martin Torrent. Les images arrivent. Le concept du garage, c'est effectivement la vente d'instruments de musique, une scène à disposition qui existe depuis 35 ans. Jusqu'au 12 mai, on était effectivement fermé. Donc chiffre d'affaires 0, aucune rentrée, parce qu'on n'a pas de site internet, c'est vraiment un magasin physique. On a aussi une partie de la clientèle qui peut venir pour l'atelier, c'est-à-dire les réparations, les réglages, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou quand même par rapport à la situation extérieure. La journée d'hier, on a eu pas mal de monde au magasin. Ça s'est bien passé, il y a de la fréquentation quand même. On essaye de respecter les distances de sécurité. On a du gel, on essaye de désinfecter au maximum les comptoirs, le matériel quand on peut, parce que c'est vrai que quand on essaye des instruments, c'est pas facile de les réutiliser, mais en soi, les clients respectent et ça se passe bien. On a ouvert mardi, on a super bien travaillé, les gens sont ravis. Le physique, le vrai, ça fait du bien. Puis le contact, socialement, c'est vachement important. Même nous, on est les premiers à être contents de pouvoir revoir du monde. Donc voilà la scène qui nous sert en même temps pour les petites répètes live pour les groupes locaux. Et effectivement, vous pouvez constater que même s'il y a 10 ou 15 personnes, on a largement de quoi les mettre un fauteuil sur 2, voire un fauteuil sur 3. Donc ça ne pose pas de problème majeur, en tout cas pour cette période. Après, on va voir en fonction des directives qu'on aura, comment ça se passera. C'est une salle de prestation, concert gratuit, il n'y a pas d'échange monétaire. On peut avoir 10 personnes, 15 personnes dans cette salle. Ce n'est pas une salle de spectacle. Avant tout, c'est une salle de répète live. Alors on va tout faire pour que ça continue, quoi.
Eh ben c'est rock'n'roll les sujets de Martin Torrent. Bon, les grands festivals sur les plages, évidemment, c'est pas pour tout de suite. Ces plages, ça vous fait toujours réagir, hein. Vous les avez encore en tête, Anthony? Oui, parce que c'est vrai que c'est un des rares loisirs qui reste encore accessible en ce moment. J'ai du mal à comprendre la position de Philippe Augier qui interdit la baignade, etc. Puisque on peut pas aller au ciné, on peut pas aller au resto, on peut pas aller au théâtre, on peut aller nulle part. Faire du sport en nature, c'est peut-être le seul loisir qui reste en ce moment, quoi. Bah, on le voit aussi en région parisienne, où il y a quand même sur la grande Île-de-France 2 poids 2 mesures. Il y a des zones qui ouvrent en parc récréatif et puis d'autres qui sont fermées. C'est vrai qu'on n'a pas, tous les uns et les autres, on a du mal à comprendre, hein, Thomas. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre, oui. J'avoue que là-dessus, moi j'ai du mal à me faire un avis aussi, parce que c'est très compliqué de toute façon de se faire un avis définitif sur beaucoup de sujets. Sur celui des plages, je pense qu'on peut entendre aussi quand même ce que dit le maire de Deauville quand il dit qu'il veut justement pas prendre le risque. Je ne peux pas vous laisser dire ça à Thomas Dubois. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On ne va pas entamer un débat entre Anthony et Thomas. Non, mais quand il dit qu'il ne veut pas prendre le risque d'un afflux massif, oui. On peut le concevoir, surtout qu'effectivement, s'il n'y a pas de bar, s'il n'y a pas de resto à côté. Bon, alors on a un troisième homme des plages, si je puis dire, après le maire de Dieppe, le maire de Deauville. Eh bien, on a le patron de la rédaction locale de Paris-Normandie au Havre, Christophe Préteux. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le troisième homme des plages, je disais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, vraiment très brièvement, entre cette position du maire de Dieppe et cette position du maire de Deauville? Vous vous situez où, vous, en tant que journaliste au Havre? En opinion? Le fait est que les plages, ce sont des endroits, surtout quand il s'agit de grandes plages urbaines, c'est vrai à Deauville, c'est vrai à Dieppe, c'est évidemment vrai au Havre. Ce sont des espaces qui sont immenses et où les gens ont de toute façon toujours eu l'habitude de se rendre, été bien sûr, mais comme en hiver, pour se balader. Ce sont des espaces que les gens se sont toujours énormément appropriés. Et évidemment, le fait de l'interdire, même si on l'a parfaitement compris en matière sanitaire, c'est vécu avec, et ça a été vécu avec une grande frustration. Alors après, est-ce qu'on peut contrôler pour qui connaît les grandes plages normandes, c'est assez compliqué, dans la mesure où on ne va pas mettre un agent ou un policier à chaque bout de la plage, ça va pas pouvoir fonctionner. On ne peut pas non plus imaginer des gens qui se serrent les uns contre les autres. Et puis, il y a cet aspect qui fait toujours peur aux maires. Moi, j'en ai parlé avec plusieurs maires de la communauté urbaine du Havre, le maire du Havre, mais aussi certains de ses collègues concernés parce qu'ils sont maires de communes littorales. Je pense à Saint-Jouin-Bruneval, je pense bien sûr à Sainte-Adresse, je pense aussi à Étretat, que tout le monde connaît très bien. Ce qui est en fait compliqué pour eux, ce qu'ils redoutent, c'est les regroupements. Bien sûr. Pardon, on va faire de l'anti-jeune. Hein, vous voyez, on se retrouve avec une bande de copains, de copines, on prend quelques boissons, un peu de musique, et puis on fait la fête. Si je puis dire, ça leur fait très peur, en fait. Si je puis dire, ce qu'on pourrait dire le syndrome du canal Saint-Martin à Paris. Hein, on en a tous entendu parler. Alors Christophe, on vous garde. La Garonne à Toulouse, où c'est assez compliqué à gérer. On vous garde avec nous. On vous garde avec nous. Vous restez avec nous parce que vous allez pouvoir participer à l'échange que nous allons avoir avec, j'aime le dire, l'un des plus grands rockers français ou le plus grand. Regardez quelques secondes pour accueillir Little Bob. Hey, 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 rock and rollers used to say, I used to be on the road, changing down every day, screaming and yelling on every stage, days after days. Voilà, c'était il y a quelques temps déjà, pas si longtemps que ça, la promo sur le titre Mama's Prayer. C'était sur l'album Je n'en sais rien. Eh bien, pour un album, on a Little Bob au téléphone. Bonjour Little Bob. Bonjour Bob, tu vas bien? Salut tout le monde. Salut. Et tu as remarqué que Thomas n'arrive pas à citer le nom de l'album sur lequel il y a Mama's Prayer. Ah bah le nom de l'album c'est New Day Coming. Mais oui, New Day Coming. Ah oui, c'est ça. Malheureusement, le jour qui est arrivé, il est pas bon. Non, il est pas bon. Bob, je vais encore te faire souffrir au niveau modestie. Je suis désolé. Je rappelle à toutes et à tous, nul ne doit l'ignorer. Je suis fan de Bob, j'y peux rien. Que un jour, le boss aux États-Unis, Bruce Springsteen, a dit en France, il n'y a qu'un rocker, c'est Little Bob. Je sais que tu vas m'en vouloir de le dire, mais c'est pas grave. Je prends mes risques. Oh.
Non, mais de toute façon, tu sais, je fais partie d'un monde qui, si tu marches en radio, en télé, en showbiz, mais aujourd'hui, la télé, elle ne passe plus beaucoup de rock. Hein. Donc, voilà, Allez, question de Thomas Dubois, Non, le spécialiste musique de Paris-Normandie. Bob, il y a un autre Little qui a disparu récemment, Little Richard. Comment tu as vécu cette nouvelle? Bah, c'est triste, évidemment. Pour moi, c'était le plus grand. Ouais. Celui qui m'inspirait le plus, qui m'a donné le plus. Avec Howlin' Wolf, un autre grand bluesman nord-américain, et ensuite dans les années 60, les gens comme les Animals ou tu vois Them et compagnie, les Small Faces qui jouaient All or Nothing. Mais il y a Christophe, alors je lui dis bonjour. Oui, bah voilà, Christophe, il est là, il apparaît, il est avec nous. Bonjour Bob, bonjour. Salut Christophe. Ah bah tiens, attendez, vous savez quoi? Écoutez, Bob. Le petit enregistrement du confinement, là? Oui, attends Bob, on va en passer, on en a des images. Mais juste comme ça, on vous laisse tous les deux tranquillement, puisque, je le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, Bob, il a le Havre vraiment au fond des tripes, c'est un Havrais pur et dur. Christophe, bien sûr, le patron de la locale de Paris-Normandie au Havre. On vous laisse comme ça, là, 1 minute ou 2, discuter tous les deux. Allez, plein écran, on vous laisse faire. Alors, je voudrais que tu nous parles, Bob, et que tu parles aux internautes qui nous regardent d'une chanson qui est une reprise des Kings, qui est un grand groupe de rock britannique qu'on aime tous ici. Oui, et voilà, c'est un titre que tu reprends sur ton album et qui est particulièrement de circonstance avec toutes ces histoires de confinement. Explique-nous. Ah oui, ça, c'est de circonstances. C'est dommage, je ne la faisais pas encore quand j'étais joué à Londres et que tu es venu, t'as fait un beau papier dans Paris-Normandie. Mais j'aimerais bien y retourner à Londres. C'est ce que je dis à la fin de l'enregistrement. Alors justement Bob et Christophe, on va vous montrer là tout de suite quelques images et puis on reprendra l'échange avec Bob. Pendant ce confinement, il y a eu alors je vais essayer de bien le dire, le Crossroad Confined Countdown Festival. Vous allez voir, ça a permis à Bob, comme d'autres artistes, de jouer pour les fans en virtuel. Regardez, on montre quelques images. Alors c'est le titre qui s'appelle Libéraux. C'est un titre qui parle de ton papa, Bob, et qui était dans le film Le Havre, réalisé par Aki Kaurismäki. Regardez. Oui. Libero came from a small town in northern Italy. He came out with his wife, he kissed her on Monday. They arrive in this town where the sky is gray and the wind so strong. To feed his family, work hard, did nobody wrong. No time ago. Alors, 2 mots, Bob, sur ce Crossroad Confined Countdown Festival. Je fais au mieux pour l'accent anglais. Ouais. Alors, de quoi il s'agissait? Écoute, c'est celui qui avait créé le journal, le magazine de rock Crossroad, il y a déjà longtemps, il y a 15 ans ou 20 ans. Et puis, il y a environ 10 ans, il avait organisé une nuit à l'Olympia, avec tous les groupes qui étaient dans son journal, quoi. Donc il y avait des Américains, des Anglais, Australiens, il y avait nous, évidemment, il y avait des tas de groupes et ça commençait à 6h de l'après-midi et ça finissait à 4h du matin. Allez, question suivante avec Thomas Dubois. Non, question qu'on pose on pose à tout le monde ici, mais comment tu as vécu ces 2 mois là de confinement? Ah bah écoute, j'ai lu, j'ai regardé des films, j'ai écouté de la musique, je me suis bien embêté. Est-ce que c'était pas l'occasion aussi de créer de nouveaux morceaux? Oui, j'en ai écrit 2 par exemple, mais l'album est enregistré en fait déjà le prochain. Parce qu'en fait, juste avant le confinement, on était en studio à
à Casar, qui est à Rouen. Ouais. C'est un bon studio, il y a tout ce qu'il faut dedans. On voulait nous envoyer dans un grand studio à Bruxelles et en fait, moi j'ai préféré avoir plus de temps et en plus très bonne ambiance dans ce studio. Donc on a enregistré notre album, là il manque plus que à refaire quelques voix où je sens en écoutant que j'étais un peu fatigué. Thomas, concrètement, cet album, on va pouvoir le découvrir quand alors? Tu as une idée? Ça dépend, ce sont des méandres du show business. Si tout va bien, j'aurais bien aimé qu'il sorte en septembre, parce que j'ai des concerts à partir d'octobre. Alors justement, les concerts, ça risque peut-être d'être compliqué. On lisait ce matin un article évoquant une fermeture potentielle au moins jusqu'en 2021. C'est quoi votre regard là-dessus, Bob? C'est bien embêtant, quoi. Pour nous, musiciens, et pour tous les musiciens, ou même théâtreux, tous les gens qui font du théâtre, ceux qui passent live sur scène, si on peut plus jouer, je veux dire, ça va être raide, ça va être très, très difficile, quoi. Dernière question de Thomas. J'ai pas le temps, voilà. Thomas, j'ai pas le temps d'attendre 2021, mais je serai obligé, quoi, je ferai comme tout le monde. Non, le temps passe, tu vois, et c'est une espèce d'attente qui fait mal, parce que comme en plus on peut pas faire plus de 100 km pour répéter, c'est ça, tu peux même viennent de loin, tu vois. Y a même plus, tu peux même pas répéter, t'as pas pu reprendre les répétitions là? Non, là sur le live de Crossroad, c'est avec des musiciens, des gens qui travaillent avec moi sur le groupe, comme le guitariste qui est l'ingé son, l'autre guitariste qui est un ami qui nous fait souvent des photos. Et en fait, voilà, c'est tristos, quoi, c'est très triste. Vous dites... Il y en a d'autres qui sont tristes. Hein. Allez, vous dites le temps passe, j'ai pas le temps d'attendre. Vous êtes en train de nous dire que vous envisagez d'arrêter votre carrière, Bob? Ah non. Non, puis cet album, il est fait, là, il est enregistré. Il faut plus qu'il sorte, mais s'il sort et qu'on peut pas tourner pour le promouvoir... je veux dire, c'est pas comme les disques de variété qui passent à la télé. Nous, on a besoin de monter sur scène pour les défendre, prouver que les morceaux sont bons et puis que les gens vont dans leur magasin acheter ensuite. Merci, Bob. Carrément à côté de la scène où nous, moi je vais toujours signer les disques, les gens sont contents, comme ça on peut parler un peu. Après les 2 heures de scène, je vais les voir. Alors justement, Bob, écoute, on te remercie d'avoir passé ce moment avec nous, ça nous fait plaisir. Redire que, tu vois, quelques réactions, par exemple, de tous ceux qui ont regardé ces images-là qu'on vous a passées tout à l'heure pour le Crossroad Confined Countdown Festival, ça montre bien à quel point le public est attaché à toi. Son superbe, quel pied. Je regarde encore quelques lignes plus bas. Grandiose, tu nous mets à genoux. Ensuite, merci mon grand petit Bob. Après, génial, tout simplement. Ensuite, ça fait du bien. J'arrête. Il y a des super messages. Il y a des super messages. Super message. Et bon, ce qui est cool, c'est que pour moi et pour nous, c'est que on est le groupe qui a été le plus regardé. Eh ben c'est super. Bob, on finit par les dernières secondes, et puis on va te saluer, on va te laisser profiter de l'air havrais, les dernières secondes justement de ce festival. Moi, je me balade, je me promène quand même, il faut marcher. Hein. Ouais. Je fais le tour des quais autour de chez moi. Écoute, j'habite près du port, enfin de l'ancien port, puisque maintenant le port a été déplacé vers l'extérieur. Et donc voilà, j'ai besoin de voir l'eau, de humer l'eau, il y a du vent ici, le vent de la mer, et j'ai besoin de ça, moi. Donc, très bien. Je ne peux pas être confiné comme ça, mais bon, là où je vais, il n'y a personne, quoi. Allez, on te salue, encore une fois, Merci, au revoir merci, tout le monde, salut. et longue vie sur la route du rock, keep on rocking. Regardez, c'était les dernières secondes, on vous les passe, on a plaisir à les regarder. Bon voilà. On a fait un truc pour s'amuser et pour vous amuser, hein, avec Ronan qui est là, Mathieu et Tonio. Et puis à très bientôt sur la scène, je ne sais pas quand. On peut pas dire là, avec tout ce qui se passe en ce moment, on peut pas dire. Salut tout le monde. Voilà, Little Bob, on a un fort attachement à Little Bob, hein, Thomas.
Ah bah oui, toute la région. Enfin, Le Havre, évidemment, et puis toute la région, ouais, évidemment. Et Bruce Springsteen. Et je me souviens de Philippe Manœuvre qu'on avait reçu ici dans cette émission, m'avait dit un jour que pour lui, le rock français, il y avait deux faces. Il y avait Johnny Hallyday et l'autre côté, c'était Little Bob, quoi. Pour lui, c'était les deux rockers qui comptent en France. Christophe Préteux, patron de la rédaction locale de Paris-Normandie et au Havre, c'est pareil, un fan de Little Bob, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on est havrais, vous rencontrez des Havrais qui ont entre, on va dire, 15 ans et 70 ans et plus. Vous leur demandez quel est le premier artiste de rock que vous avez vu sur scène, et vous avez à peu près, on va dire, 7 ou 8 chances sur 10 que les gens vous disent Little Bob Story, et maintenant Little Bob. Et alors donc... Little Bob joue depuis le début des années 70 au Havre, bien évidemment, mais pas seulement, et pas seulement en Normandie, et pas seulement en France, avec une vraie carrière internationale, et surtout une reconnaissance artistique qui est totale. Vous parliez, Sylvain, de Springsteen tout à l'heure, mais il y a de très très grands chanteurs, de très grands artistes. Bob parlait des Animals tout à l'heure. Il faut savoir qu'un chanteur comme Eric Burdon adore Bob. Et c'est quand même, Monsieur Burdon, c'est quand même pas exactement n'importe qui. Voilà. Alors, Christophe... D'autres artistes comme Southside Johnny adorent Little Bob. Et c'est pas non plus n'importe qui. Mais non. Voilà. On termine... Bob, c'est pas un artiste normand. C'est sans doute le plus connu des artistes de rock normands, mais ça va bien au-delà de tout ça. La géographie. Voilà. Bah voilà, c'était agréable de l'entendre rappeler. Christophe, on termine avec vous avec, je sais plus, 3 ou 4 brèves qui nous donnent la température de l'actu au Havre, la première. Alors, tout à fait, Sylvain, à propos de température, on revient sur les plages, ce qui a fait l'objet du débat tout à l'heure avec Nicolas Langlois, le maire de Dieppe, et Philippe Augier, le maire de Deauville, que vous receviez. Effectivement, le sujet reste fort. Je rappelle que le maire du Havre, qui est président de la communauté urbaine Le Havre Métropole, Jean-Baptiste Gastine, a écrit le 12 mai dernier au préfet de façon à obtenir des dérogations pour que la plage du Havre soit plus utilisable, pardon. Excusez-moi. Dans le coude, Christophe. C'est partagé aussi par les maires, par Hubert Dejean, qui est le maire de Sainte-Adresse, la cité balnéaire voisine. C'est aussi, bien sûr, porté par Madame Millet, qui est la maire d'Étretat, et par François Aubert, qui est le maire de Saint-Jouin-Bruneval. Et c'est très, très, très attendu dans la métropole du Havre, cette décision concernant les plages, parce qu'en plus, il ne vous a pas échappé, il fait un peu frisquet, mais il fait beau, et les gens n'ont qu'une envie, c'est d'aller faire du longe-côte, d'aller pour les Havrais, parce qu'il y a une communauté importante, faire du kite, faire aussi de la planche à voile. Et là, l'attente, elle est forte autour de ça. Donc ça, c'est une première info. Deuxième info, Christophe. Oui. Deuxième info importante, nous avons publié dans Paris-Normandie ce matin un sujet qui est très intéressant sur le plan économique, c'est sur la façon dont Aropa, donc Aropa c'est la réunion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, la façon dont Aropa est en train de se préparer à cette reprise, à la reprise économique tant souhaitée suite à ces 2 mois de confinement. Le dispositif s'appelle Push, je ne le détaille pas ici, mais vous le retrouvez de façon tout à fait précise dans nos colonnes. Donc ça, c'est la deuxième info. La troisième, ça concerne l'actualité des prochains jours, puisqu'en fait, vous savez que les collégiens vont reprendre le chemin de l'école en début de semaine prochaine. Et hier, le président du département de Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, était au Havre pour une visite d'un des collèges de la ville haute, dans le quartier du Mont-Gaillard, qui s'appelle le collège Henri Vallon, et il est allé s'assurer de la façon dont tout se préparait pour accueillir les collégiens, pas dans leur intégralité, vous le savez, mais pour partie, on sera dans l'ordre d'un tiers à peu près, à partir donc de lundi prochain. Voilà, messieurs. Très bien, Christophe Préteux. Si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir donné ces échos de la ville du Havre. À bientôt, bon week-end. Merci, à très vite. Bonne journée. Alors, on le sait, la circulation ayant baissé terriblement là, depuis le début du confinement, tout le monde se dit que l'air est plus pur et pas uniquement en bord de mer, puisque je crois que d'après Air Paris d'ailleurs, on indique que la pollution a baissé de 50%. Il nous a paru intéressant de savoir ce qu'il en était en Normandie. Et nous allons donc être maintenant en liaison avec Christophe Legrand, le directeur adjoint de Atmo Normandie,
pour savoir si nous respirons bien et si on va pouvoir en profiter encore un peu, puisque le trafic pour l'instant ne remonte pas beaucoup. Le trafic est bien reparti quand même. Hein. Oui. On est parvenu à un roule niveau, facilement. on est parvenu à un niveau pré-confinement, mais il y a quand même beaucoup plus de circulation. Mais je pense que de toute façon, Christophe Legrand va nous en dire. Eh ben, on est avec lui dans quelques secondes. Ah, pas encore, pardon. Pas encore, donc on va meubler encore un petit peu. Hein. On va éviter ce qu'on appelle un noir en télé, comme vous nous l'expliquiez hier, Sylvain. Donc non, au niveau de la qualité de l'air, plaisanterie mise à part, il y a eu effectivement une amélioration, mais ça, Christophe Legrand va le détailler tout à l'heure. En revanche, voir l'impact que ça a sur le long terme, je pense que même eux seront peut-être un peu embêtés pour nous en dire plus à ce moment-là. Bon, bah écoutez, le temps qu'on établisse la liaison avec Christophe Legrand pour l'air normand, on vous passe quelques images d'un établissement d'enseignement supérieur, et en tout cas de sa dirigeante, c'est l'ISCOM à Rouen. On lui a demandé comment elle avait maintenu le lien pédagogique avec ses étudiants. Ah, vous ne l'avez pas. Bon, très bien. Vous ne l'avez pas. Bon, alors donc, voilà, on va tout vous dire. Le sujet n'était pas encore chargé, mais le sujet est maintenant chargé, donc le sujet va pouvoir partir. Donc je suis Juliette Lebourg, je suis la directrice de l'ISCOM de Rouen, et l'ISCOM de Rouen est une des 4 écoles du campus Saint-Marc à Rouen. Pour le campus de Rouen et à l'ISCOM à Rouen, c'est 200 étudiants sur un campus, le campus Saint-Marc, qui compte environ entre 700 et 800 étudiants. Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir maintenir en fait le rythme de cours. Donc en fait, on a basculé immédiatement dès le 16 mars en cours en distanciel. Nos intervenants et étudiants faisaient des visios. Donc on a maintenu les plannings, maintenu les cours dès le lundi 16 mars. Il a fallu s'adapter. Est-ce qu'on fait le choix de faire passer nos partiels en visio pour les oraux, en utilisant Teams aussi pour faire les partiels, puisque ça nous donne cette possibilité-là. Et c'est le choix, en tout cas, qu'on a fait pour certaines écoles du campus. Ce qui est important, c'est de pouvoir être au contact permanent de nos étudiants pour les rassurer. Il y a des travaux de groupe tout au long de l'année. La question du temps, de la distance, etc., ou du physique ne se pose même plus. Il faut utiliser ce qui se passe en fait dans le monde, ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour aller chercher l'inspiration et pouvoir trouver des solutions. Alors il existe déjà des métiers où les communicants peuvent travailler de chez eux. Et si les espaces de coworking se sont créés, c'est aussi parce qu'on a envie de créer du lien. Et même si aujourd'hui on a tous les outils digitaux qui nous permettent de tout faire, c'est quand même une techno amie, et que l'échange entre nous et aussi en face à face reste quand même quelque chose de chouette, j'allais dire d'humain, mais c'est vraiment ça. Et après, la technologie par contre nous permet de tout faire. Partout sans se poser la question. Par exemple, sur les visios, je trouve que c'est très intéressant, puisqu'il y a beaucoup d'échanges et d'écoute, puisque on peut pas se couper la parole ou on peut pas parler en même temps, sinon juste on ne se comprend pas. Donc c'est très efficace. On gagne aussi du temps, pas de transport, on pollue moins. Cette capacité d'adaptation, c'est extraordinaire. Voilà, c'était donc Juliette Lebourg qui dirige cet établissement d'enseignement supérieur, qui nous expliquait comment maintenir le lien pédagogique avec les étudiants. On vous annonçait Christophe Legrand de Atmo Normandie, justement. Est-ce que nous respirons bien? Mais il est avec nous. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, et en plus on vous voit, donc tout va bien. C'est rock'n'roll aujourd'hui, on voit les guitares là. Ah oui, c'est rock'n'roll. Oui, alors on va quand même... non, mais c'est très bien, laissez les guitares. On avait Little Bob juste avant, donc voilà, ça reste dans la thématique. Merci d'être avec nous sur le plateau. De Lignes Ouvertes, bonjour. Un point tout simple, en Normandie, ça a donné quoi le confinement sur la qualité de l'air? Alors, en Normandie, le confinement a joué énormément en fait sur le trafic automobile, et on sait très bien, surtout dans les centres urbains, que l'automobile est une des sources majeures de pollution atmosphérique. Et cette diminution, qu'on estime à peu près à 70% du trafic en moins, c'est-à-dire divisé par 3, c'est ce qui est quand même assez, qui est très important même comme réduction de circulation, a fait que les polluants d'origine automobile ont un peu disparu de la ville, et il y a une amélioration de la qualité de l'air de ce point de vue-là.
Et pourtant, à Rouen, par exemple, il y a eu plusieurs alertes à la qualité de l'air, pardon. Oui, tout à fait. Alors à Rouen et sur toute la Normandie, je dirais, ça n'a pas été que sur Rouen. Effectivement, mais il faut savoir, il n'y a pas que la voiture qui génère de la pollution. C'est une des sources parmi un nombre important de sources. Le phénomène qu'on a eu de pollution là pendant ces quelques jours durant le confinement, c'est une pollution par les particules. Ce sont des particules en fait qui se forment dans l'atmosphère à partir d'ammoniac. Et cet ammoniac, il a essentiellement pour une origine l'agriculture. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec la circulation automobile. Et c'est des épisodes de pollution par les particules qu'on retrouve chaque printemps, chaque année. Dès qu'il commence à faire beau, dès que les températures s'adoucissent, eh ben, ce phénomène a lieu en général, et ça a une échelle qui peut être de la Normandie jusqu'à toute l'Europe du Nord. Ça peut être, en fait, c'est à l'échelle de l'anticyclone. Est-ce que vous avez un recul depuis le début du déconfinement partiel sur l'impact que ça a pour la qualité de l'air ? Alors non, on n'a pas de recul, en tout cas sur la mesure, on n'a pas de recul pour deux raisons. Déjà, c'est il y a 3 jours, 4 jours, donc il faut laisser quand même un petit peu le temps. Et en plus, on a eu une période très ventée. Et lorsqu'on a du vent, on a forcément une très forte dispersion de la pollution. Et je veux dire, ça masque un peu tout. On ne voit plus trop ce qui se passe dans ces périodes très ventées. On n'a jamais de pic de pollution par des périodes de grand vent. Et là, même à proximité des axes routiers, lorsqu'il y a beaucoup de vent, la pollution est très rapidement dispersée. Et je dirais, on voit mal l'effet des sources directement à proximité. Vous voyez ? Donc il faut attendre, il faut nous laisser un peu de recul. Combien de temps à peu près ? On va dire que la deuxième quinzaine, un petit mois, la deuxième quinzaine de juin, semaine de juin, on aura des éléments plus concrets sur le déconfinement. Oui, Christophe Legrand, là je sors de la période du confinement ou du déconfinement. Tout au long de l'année, quelles sont les phases, les jours, les périodes, les conditions qui sont celles qui vous alertent le plus, où on risque le moins bien de respirer ? Alors, je voudrais dire 3 choses à ce sujet-là. Tout d'abord, il faut savoir que la pollution atmosphérique, je dirais l'impact sanitaire n'est pas dû aux épisodes de pollution. L'impact sanitaire majeur, c'est la pollution que l'on respire tous les jours. C'est cette pollution de fond qui existe tout le temps en petite quantité et à laquelle tout le monde est soumis. Et c'est bien cette pollution-là qui entraîne en France environ 60 000 morts par an. Vous voyez, c'est quand même un phénomène majeur. C'est la 3e cause de mortalité après l'alcoolisme et le tabagisme. Donc il faut être clair là-dessus, c'est bien ça. Après, nous avons des épisodes de pollution. Ces épisodes, ils vont apparaître, alors, malheureusement, lorsqu'il va faire beau, on peut dire. Beau et très froid l'hiver, beau au printemps, ou très chaud l'été. Voilà les situations dans lesquelles les épisodes de pollution vont apparaître. Pourquoi ? Parce que les conditions météorologiques vont faire que soit la pollution reste piégée où elle était mise, c'est par exemple le cas lorsqu'il fait très froid et beau l'hiver, toutes les émissions restent emprisonnées dans une bulle au-dessus de la ville et on baigne dedans. Ou alors, lorsqu'il fait chaud l'été, avec les pics d'ozone, comme on dit, donc ça c'est de l'ozone, ça se crée dans l'atmosphère sous l'action du soleil et de la chaleur, et ça on va retrouver ça en été, et ou alors au printemps, lorsque les températures s'adoucissent, les épisodes que l'on a traversés au mois d'avril, voilà, je dirais, les 3 cas chroniques. D'accord. On a des épisodes de pollution. Après, il y a des pollutions qui peuvent avoir des origines, par exemple, comme le brisol. Oui, non, mais bien sûr. Là, on est sur du conjoncturel. En tout cas, il y a eu un effet bénéfique pendant le confinement, si on comprend bien. Merci beaucoup. Et surtout pour les automobilistes qui n'ont plus été soumis, parce que les automobilistes sont les personnes qui sont les plus polluées. Parce qu'elles sont en plein milieu du panache des gaz d'échappement. Tiens, juste pour finir, petite question, parce qu'évidemment on essaie de répondre aux questions qui nous sont posées par celles et ceux qui nous suivent. Françoise qui nous suit nous dit, est-ce que par exemple, pendant les manifestations, lorsqu'on brûle des pneus, est-ce que ça a un impact temporaire ou un peu durable sur la qualité de l'air, ou est-ce que c'est insignifiant ? Ah non, c'est pas insignifiant. Le brûlage de pneus est quelque chose d'extrêmement polluant. Je dirais, on doit être dans le top 10 des sources. Le pneu, ça brûle très mal, ça fait des particules avec tout un tas de cochonneries dedans. Alors, je ne pourrais pas les citer ici, mais des dioxines, des métaux lourds, enfin tout un tas de choses. Et surtout, si vous êtes dans le panache, si vous êtes à proximité, ces cendres, ces suies, elles retombent, elles se déposent sur les objets, sur les tables, elles rentrent à l'intérieur des logements. On a l'impression que vous parlez d'un incendie bien connu à Rouen. C'est vraiment très mauvais, surtout à proximité de ces incendies de pneus. Merci beaucoup Christophe Legrand de nous avoir éveillés sur ces questions importantes de l'air que nous respirons tous. Merci.
Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons sur le plateau Éléonore Sinoquet. Bonjour. Bonjour Éléonore, vous êtes journaliste à la rédaction locale d'IFTO. C'est ça. Ce qui ne vous empêche pas de venir sur le plateau de Lignes Ouvertes, et tant mieux. Non plus. Et Tant de mieux, travailler provisoirement à Rouen cette semaine. Voilà. Voilà. Et donc, alors, vous êtes allé avec Martin Torrent vous intéresser à la cause des animaux, et notamment en ce qui concerne les adoptions. Racontez-nous. C'est ça. Donc, la Société normande de protection aux animaux donc, a rouvert, entre guillemets, ses adoptions. Enfin, ces adoptions, oui, ces portes, non. Depuis lundi dernier et début du confinement, ils ont été fermés, évidemment, de toute façon, depuis le 17 mars, début du confinement. Mais la SNPA avait fait le choix, parce que, alors, pour revenir un petit peu à la jeunesse de l'histoire, la SPA nationale avait lancé un appel un petit peu au gouvernement à demander une dérogation pour pouvoir reprendre les adoptions, même pendant le confinement, parce que, bon, les animaux, ils ne peuvent pas franchement attendre. Alors, à la SNPA, c'est notamment des chiens et des chats. Mais le refuge vraiment rouennais a préféré rester fermé pour sauvegarder vraiment la santé de leurs animaliers et puis voilà, reprendre tranquillement après le déconfinement. Donc depuis lundi 11 mai, c'est possible, ça y est, les adoptions ont repris. Et par contre, ça se fait uniquement sur Internet, avec une discussion avec les animaliers, les salariés de la SNPA, et puis les futurs adoptants, ou du moins les aspirants adoptants. Donc ça veut dire que, pardonnez-moi, vous êtes en train de nous dire qu'on choisit son animal, finalement, sans le voir physiquement ? Alors voilà, on peut avoir un coup de cœur sur la fiche, entre guillemets, un peu profil, comme un profil Facebook ou Twitter qu'on peut avoir, nous, êtres humains. Et ensuite, il y a une discussion avec vraiment les professionnels de l'association et du refuge pour savoir si l'animal pourrait correspondre, puisque eux connaissent très bien leurs animaux, puisque eux, depuis le début du confinement, travaillent. Ils sont restés en équipe et voilà. Justement, comment ils se sont organisés, puisque pas d'adoption, mais je suppose qu'il y avait quand même des animaux qui arrivaient pendant cette période. Oui, ils ont une capacité de 110 chiens et 70 chats, donc pour le coup, les animaux étaient bien présents, et puis il y a forcément parfois les forces de l'ordre qui leur ramènent des animaux errants trouvés dans la rue, etc. Donc eux continuaient à s'occuper des animaux, évidemment, à les nourrir, à les promener. Et c'est pour ça qu'ils sont 11 en tout en termes d'effectifs à la SNPA. Et les 11 travaillaient. Il n'y a pas eu de chômage partiel ou de... Voilà, ils faisaient un roulement pour aller s'occuper des animaux. Et ils ont continué, évidemment, à les sortir et les nourrir. Et ils n'ont pas été saturés avec des nouveaux arrivants, justement ? Non, la SNPA n'a pas eu de problème de saturation, fort heureusement d'ailleurs, puisque c'était justement pour ça que la SPA nationale a demandé une dérogation par rapport aux saturations de refuges, en disant, mais voilà, on a des animaux qui arrivent, mais plus d'adoption. C'était vraiment pas possible, d'où l'acceptation du gouvernement de cette dérogation. Eh bien écoutez, Éléonore, on regarde votre reportage que vous avez réalisé avec Martin Torrent. Oui, parce que... Là, on se retrouve à la SNPA, c'est la société normande protectrice aux animaux, où on a une capacité d'accueil de 110 chiens et quasiment 70 chats. Pendant le confinement, non, on n'a absolument pas été ouvert. Et là, depuis le 11 mai, nous avons décidé de rester fermés pour préserver les animaliers qui sont indispensables au bon fonctionnement de la structure. Et si malheureusement on devait avoir un cas de Covid, ce serait assez critique pour nous, parce que vous imaginez bien que vous occupez de 110 chiens et 70 chats, en étant seul, c'est très compliqué. En revanche, on a la possibilité aujourd'hui, via les réseaux sociaux, de pouvoir voir nos animaux. Sur Facebook et la plateforme Seconde Chance, les personnes regardent un profil d'animal qui pourrait leur correspondre. Ils vont aller sur Messenger, discuter pour cibler un peu plus le caractère que le chien va pouvoir demander. Parce qu'on a des chiens qui vont être beaucoup plus tranquilles, on a des mâles, des femelles, des chiens qui vont avoir des interactions un peu plus virulentes que d'autres. On a tout un tas de profils d'animaux. Donc nous, par le biais de Messenger, on va pouvoir cibler et dire « D'accord, cet animal, en effet, peut vous correspondre ». À partir de ce moment-là, on va donner un rendez-vous à la personne et cette personne va venir à la SNPA. On essaye d'avoir des rendez-vous à peu près toutes les heures, de manière à pouvoir désinfecter l'accueil et les clanches et les locaux entre chaque rendez-vous. Les personnes qui viennent ici restent au niveau de l'accueil et c'est nous qui amenons l'animal pour éviter que les personnes accèdent directement à la SNPA. Ensuite, ils vont promener l'animal, on voit un petit peu si le feeling se fait. Et là, en l'occurrence, si le feeling se fait, on va inviter une deuxième fois la personne à revenir pour justement avoir un petit peu plus d'interaction avec l'animal, parce qu'une seule présentation, on estime que c'est pas suffisant. Et suite à ça, si la personne est intéressée, toujours intéressée par l'animal, dans ces cas-là, on procède à l'adoption. Mais sinon, on reste complètement fermé au public, on fonctionne uniquement par rendez-vous. Nous, financièrement parlant, c'est pas quelque chose qui nous a vraiment affecté.
Le fonctionnement reste le même et en fait on appelle à la générosité des gens qui a continué pendant le confinement à donner justement des dons. La SNPA, quand moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi, mon but ultime était que la case SNPA dans la vie d'un chien ne soit pas un traumatisme mais une étape dans leur vie. Et là où on s'aperçoit que j'ai et que l'on a, puisqu'on travaille en équipe, que l'on a réussi notre pari, c'est quand des adoptants reviennent nous voir avec des animaux qu'ils ont adoptés et qu'on voit les chiens qui passent qui arrivent devant la SNPA, qui sont juste super contents de nous revoir et super contents de revenir à la SNPA. Donc à partir de ce moment-là, je considère qu'on a réussi notre pari, parce que si vraiment c'était un traumatisme pour eux, on pouvait en être sûr qu'ils auraient la queue entre les jambes et ils voudraient absolument pas revenir. On a réussi notre pari en voyant l'attitude des animaux quand ils viennent nous revoir, et ça nous fait toujours plaisir justement de revoir d'anciens pensionnaires. Un reportage de Martin Torrent réalisé avec Éléonore Sinoquet, Éléonore qui est là et qui souhaitait nous apporter quelques compléments. Oui, parce sur que le sujet. tout à l'heure je disais qu'en effet les adoptions se font d'abord par Internet, c'est-à-dire que le refuge n'est pas ouvert au public, on ne peut pas aller se balader dans les allées et puis observer les animaux. Donc les prises de rendez-vous, c'est vraiment des prises de rendez-vous pour adopter. Un premier rendez-vous pour une première balade, un premier contact, savoir s'il y a quand même une bonne entente entre l'animal et puis la future famille. Et une deuxième balade pour avoir un peu plus d'interaction. Et ensuite l'adoption définitive seulement. Donc c'est vraiment un premier contact par Internet et ensuite évidemment on vient sur rendez-vous à la SNPA. Et vous n'avez pas eu envie de repartir avec un chien? J'allais poser la question. Si, moi je suis très chien, j'avoue, et j'ai rencontré le petit Lego là qui va probablement se faire adopter la semaine prochaine, un petit Jack Russell d'1 an. Très très gentil, adorable, donc oui. C'est unique ça les Jack Russell. Ça a été difficile de ne pas craquer. Merci beaucoup Éléonore de nous avoir sensibilisés sur cette cause animale relative aux adoptions qui reprennent, et tant mieux pour nos petits amis à 4 pattes là-bas. Ils ont juste tous 4 pattes là-bas. 4 pattes, oui, généralement. Il n'y a pas d'oiseau qui n'aurait que 2 pattes. Merci beaucoup Éléonore. Et maintenant, comme on vous l'avait annoncé, nous allons franchir le Channel, nous allons franchir la Manche. Nous allons à Londres avec Guillaume qui est là-bas et qui doit nous entendre et nous voir, de même que nous le voyons et nous l'entendons. Bonjour Guillaume. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ne vous étonnez pas, dans 20-25 secondes, on quittera nos amis de Radio Sensation, donc il se peut que je vous coupe. Quel temps fait-il à Londres aujourd'hui? Il fait très beau, très, très bon. Très bon. On profite du soleil et des parcs. On a la chance d'avoir les parcs ouverts ici. Bon, votre job, c'est quoi là-bas? Je suis directeur de la stratégie pour British Telecom, donc les télécoms. On a plein de questions à poser. Alors, on va meubler un petit peu jusqu'à dire au revoir à nos auditeurs de Radio Sensation. Anthony, regardez, il reste 15 secondes. Je vous laisse dire au revoir aux amis de Radio Sensation. Eh bien, écoutez, on va souhaiter un bon week-end. Éléonore, Sylvain et moi-même aux auditeurs de Radio Sensation qu'on aura plaisir à retrouver dès lundi. Il reste combien de secondes? Parce que j'ai pas complètement il doit rester 8 secondes. 8 secondes. Éléonore, aide-moi. Voilà, un bon week-end. N'oubliez pas d'aller adopter des animaux puisqu'ils vous attendent dans les refuges. Ciao. Oui, voilà, je vous explique tout. Je vous mets dans les coulisses, vous toutes et tous qui nous regardez. En fait, la codiffusion avec Radio Sensation, eh bien, c'est un robot qui raccroche le signal sur les autres programmes de la radio et on doit finir. Là, aujourd'hui, il fallait qu'on finisse à 13h04. Donc, on essaie d'être parfaitement synchro. Maintenant, on se retrouve entre nous, si je puis dire, sur les supports de Paris-Normandie, le site web et puis la page Facebook. Alors, on revient à Guillaume Sampic. Merci Guillaume d'avoir attendu que nous réalisions ces petites manœuvres techniques. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la vie là-bas, la vie à Londres. Qu'en est-il de cette grande métropole au quotidien pour vous? Au quotidien, donc on est toujours dans la période de confinement. Les informations qu'on a eues du gouvernement plus tôt dans la semaine nous montrent que probablement on va avoir un confinement assez long, probablement peut-être jusqu'au mois de juin, voire même au mois de juillet. Donc c'est une vie, disons, ralentie. Mais ce n'est pas une vie complètement arrêtée parce que le confinement, les modalités sont un petit peu différentes en France. Donc les parcs sont toujours ouverts, ce qui pour la vie au quotidien dans une ville comme Londres est très important. Alors Hyde Park, St James Park. Quel accent. Oui, voilà, les grands parcs de Londres. Et nous, on a la chance de vivre à côté d'un parc qui est un petit peu plus petit et moins connu, qui s'appelle le Paddington Recreation, mais qui est tout aussi agréable. Et donc, les gens profitent de ces parcs-là en étant, bien sûr, contraints à 2 mètres de distance. Donc, ils font attention, mais ils le font, disons, dans un esprit où ils peuvent quand même profiter du parc, aller faire du sport, etc. Et depuis le début du confinement, ça, c'était une différence entre le gouvernement britannique et le gouvernement français. Excusez-moi Anthony, simplement dire que Éléonore qui nous faisait sa chronique nous a quittés et on a le plaisir de revoir revenir sur le plateau Anthony. J'en profite pour dire que j'adore Londres, donc super. Voilà, merci. C'était important de revenir pour ça, Thomas. Merci beaucoup. Mon cœur est avec vous en ce moment. Est-ce que le flegme britannique opère quand même malgré tout?
Généralement, oui, je trouve qu'il opère plutôt pas mal. Et aussi l'humour britannique, qui sont les deux grandes qualités que je trouve aux Anglais. Donc un peu de recul sur les choses qui aide, essayer de prendre les choses un petit peu différemment, ce qui, dans cette période très troublée, aide beaucoup. Et je crois quand même un sens du civisme en général. Donc même le gouvernement a dit lui-même qu'il était assez surpris du fait que les directives étaient très très bien suivies par les gens et que finalement ils se retrouvent avec au moins 85% des gens qui suivent la directive de rester chez eux et de ne sortir qu'une fois par jour. Et maintenant seulement ils commencent à voir comment est-ce qu'ils vont changer ces directives. Alors moi aussi j'adore Londres, hein, Guillaume Sampic, vous n'avez pas le monopole londonien, Thomas Dubois. Concrètement, eh ben, pas tout de suite, malheureusement. C'est gentil, en tout cas, je retiens. Je prendrai votre numéro hors antenne. Vous bossez dans les télécoms, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que comment s'est comporté le réseau britannique pendant cette période de confinement avec l'usage du télétravail, etc.? Très bonne question. Oui, parce que tout le monde ici utilise le réseau toute la journée pour les conférences call. Moi, je passe probablement 10 à 11 heures par jour sur mon ordinateur. Globalement, ça s'est bien passé. Donc, on a réussi à faire des upgrades, des upgrades suffisamment tôt, donc à trouver la bonne capacité en termes de réseau. Et on a eu très très peu de problèmes en fait sur la durée. Il est vrai qu'il y a eu quelques ralentissements, notamment sur le réseau mobile. Mais ça a été très ponctuel et on a réussi à pouvoir en fait être là auprès des clients. Moi, je m'occupe aussi des clients du gouvernement. Donc, on a eu énormément de demandes du gouvernement pour faire des choses très rapides. À Londres, il y a eu des hôpitaux qui ont été montés, un hôpital notamment de 4000 lits qui a été monté dans le centre de Londres pour faire face à l'afflux des victimes du Covid. Et donc là aussi, il a fallu très rapidement monter des solutions de réseau pour faire face à cette demande. Donc ça a été très très dur et ça a demandé beaucoup d'efforts des équipes, mais on y est arrivé, on a réussi à faire face au flux jusqu'à présent. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ça dans la durée. Et aussi, pour nous, c'était beaucoup transférer les équipes qui sont normalement support client et leur permettre de travailler de la maison. Ce qui n'est pas toujours très facile en fait. Donc ça demandait beaucoup d'efforts en termes d'informatique pour leur permettre de travailler depuis chez eux. Est-ce qu'il y a, on va dire, une forme d'unité, d'union nationale, ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui? On sait que la gestion au début de la crise par Boris Johnson a été très critiquée. Aujourd'hui, comment est le climat politique Oui, je crois qu'il y a deux choses probablement à dire. Donc effectivement, critiquer, c'est vrai. Il y a eu ensuite, je pense, un premier flux de critiques, ensuite un front assez national en disant ok, on est tous dans le même bateau, on va essayer de sortir. Dimanche dernier, donc juste récent, il y a eu d'autres annonces du gouvernement sur comment est-ce qu'on allait commencer à réfléchir au déconfinement. Et c'est vrai que là, pour l'instant, cette semaine, ça a été un petit peu la confusion. Donc, on nous a parlé de dire que très rapidement, on voulait que certaines personnes rentrent au travail, mais c'était pas très clair. C'était pas très clair non plus quel allait être le plan. Et l'approche, quand on compare à la France, a été assez différente dans le sens où la France a essayé de donner beaucoup de notices en disant peut-être même 3 semaines avant, histoire que chacun puisse aller potentiellement de sa critique, etc. Mais au fur et à mesure, on avance. Alors que là, ils ont voulu aller probablement un petit peu trop vite. Et ils se disent que c'était peut-être pas assez structuré et assez planifié. Et l'autre chose qui est intéressante en termes de dynamique, c'est les spécificités régionales. Donc là, c'est assez clair qu'on voit que l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse commencent à approcher les choses assez différemment dans une crise comme celle-là. Et on voit des différences et des voix s'élever qui ne sont pas toutes dans la même ligne du gouvernement principal du Royaume-Uni. Guillaume, Nathalie qui nous suit, elle le demande parce qu'elle sans doute ne connaît pas comment ça se passe, elle ne sait pas comment ça se passe en Angleterre. Elle dit est-ce que les soins sont remboursés? Peut-être juste très brièvement les 2-3 différences qu'il y a avec le système français. Oui, non, le système anglais est assez voisin du système français, pas forcément toujours la même qualité partout, mais en tout cas, les soins sont remboursés pour tous les citoyens anglais ou résidents anglais. Ce n'est pas le cas pour les gens qui viennent en dehors du Royaume-Uni.
Et puis on termine peut-être avec quelques sujets peut-être un peu plus légers. La cuisine par exemple, allez, traditionnellement les plaisanteries sur la cuisine anglaise, alors qu'il y a de très très bons restaurants à Londres évidemment. Les Français ont beaucoup cuisiné chez eux pendant le confinement. Est-ce que les Anglais aussi ont cuisiné ? Oui, les Anglais se sont mis beaucoup à la cuisine, à faire du pain, à faire la cuisine anglaise, parfois aussi la cuisine indienne, qui fait quasiment partie des spécialités locales. C'est presque culturel, oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a la chance à Londres d'avoir énormément d'options et beaucoup de restaurants de qualité et qui se sont tous mis à faire de la vente à emporter. Anthony ? Oui, deux petites questions deux petites questions un peu clin d'œil. La reprise du foot, alors on en est où en Grande-Bretagne ? C'est encore en pleine discussion, donc c'est pas très clair, mais il voit bien qu'il faut qu'il fasse quelque chose. C'est presque une question de sécurité nationale, de bien-être national. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir un petit peu patienté pour nous donner ces nouvelles de Londres à travers quelqu'un qui vit la cité quotidiennement. Puis on a hâte d'y retourner, en tout cas, pour le Thomas Dubois. Ça, c'est clair. On l'a bien senti. Son cœur est londonien. Rencontrer des groupes locaux là-bas aussi, j'imagine. Hein. Ah bah, parce que Thomas je vénère le rock anglais. Le rock anglais. Merci Guillaume Sampic. Au revoir. Merci beaucoup. C'était troublant parce qu'il ressemblait beaucoup à Emmanuel Macron. Ah, vous trouvez ? C'était son sosie. Quand tu me l'as dit, effectivement, sur le coup, ça m'a pas marqué, mais effectivement. Alors, restez avec nous. On n'a pas fini. Au revoir. Vous réapparaissez à l'écran. On vous resalue. Bye bye. Bye bye pour le faire un petit peu à l'anglaise. Avec Marc Braun qu'on accueille maintenant, on va vous donner 2-3 infos. Elles sont souvent positives lorsque Marc nous les raconte de l'économie territoriale normande. Et puis on finira avec un peintre, Dominique Verviche. Je l'ai dénommé le peintre visionnaire de l'Apocalypse. Tout à l'heure, dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi. Mais juste avant, Marc Braun, malheureusement toujours par téléphone. Oui, mais je suis toujours en queue de liste, en fin de liste. Donc c'est pour ça que je n'apparais pas. On vous veut en vidéo, Marc. On vous veut en vidéo. Bientôt, très bientôt. Très bientôt. Alors, quelques brèves marques de l'économie des entreprises, tout près de chez nous, comme j'aime le dire. Alors, c'est une grosse brève, mais qui n'est pas forcément très positive. J'ai interrogé la filière cidre qui est carrément à la ramasse depuis 2 mois. Ouais. On en avait déjà parlé dans Paris-Normandie. Mais là, les producteurs de cidre normands sont particulièrement inquiets et sous la bannière de leur syndicat, la FRSEA et les jeunes agriculteurs, ils battent la campagne, on va dire, pour survivre, parce que la crise sanitaire a véritablement fait chuter la consommation du cidre. Et les cidres qu'on achetait en grande surface, en grande et moyenne surface, ont baissé de 30 à 50%. Ouais. Et puis, l'impact peut aller jusqu'à 90% s'agissant des circuits courts, donc le petit producteur de cidre local qui ne vend plus à l'épicerie, qu'on ne va plus voir dans son espace personnel. Donc, il lance un cri d'alarme. Il y a à peu près 200 000 hectolitres de cidre en Normandie qui n'ont pas trouvé preneur, auxquels s'ajoutent 100 000 hectolitres de pommes qui pourraient être réaffectés à de la méthanisation par exemple, mais évidemment on ne va pas, comme chez le coiffeur, consommer 3 fois plus de cidre que d'habitude parce qu'il faut être raisonnable. Donc il y a un vrai appel un appel au secours. Un appel au secours. En fait, les producteurs me disaient que si chaque Normand allait acheter une petite bouteille de cidre à son producteur local, déjà ça irait mieux. Ouais. Et l'idée aussi, c'est de remettre au des cidres. On peut faire une commande groupée, Marc. Ah ben on peut. Mais l'idée aussi, parce que c'est un œnologue de la Chambre d'agriculture de Caen qui avait travaillé là-dessus depuis une quinzaine d'années, même peut-être plus. Mais l'idée, c'est que quand on va dans un restaurant, on vous propose, à côté de la carte des vins, une véritable carte des cidres. Il y a des cidres secs qui accompagnent très bien une entrée, un cidre plus sucré pour un dessert. Le fromage. Et le problème, me disent-ils, c'est que les Normands ne sont pas parmi les principaux consommateurs de cidre, alors que les Parisiens, alors peut-être sous couvert d'une approche un peu bobo-bourgeoise, mais en tout cas, il y a une vraie tendance à boire les Anglais aussi, en Ile-de-France, les Anglais aussi, et c'est ce qu'ils me disaient, les touristes sont moins là, sont moins présents, et les touristes étaient les premiers à acheter du cidre. Voilà, c'est un appel à consommer modérément et acheter... à préserver la... Alors, il y a, Marc, pendant que vous nous expliquez tout ça, il y a Françoise qui nous dit il faudrait faire comme le bœuf de Kobe, qui est un animal qui est nourri à l'alcool, il faudrait faire du bœuf nourri au cidre. Mais alors, ça existe. Hein. François-Xavier Craquelin, on a déjà fait un reportage sur lui, près de Villequier, là, pas loin du pont de Tancarville, il fait du bœuf cidré.
Oui, de la même façon qu'au Japon, on leur fait boire autre chose, je crois. Voilà. Alors, Marc, deuxième brève. Eh bien, j'en ai pas. Ah bon? Ça mérite de la franchise. C'est vendredi. Allez, une deuxième brève. Je vais balayer le secteur de l'aéronautique en début de semaine prochaine. Oui, alors ça tombe bien. Évidemment, avec tous les avions qui sont cloués au sol, je vais vous proposer un entretien avec le président de la filière aéronautique et spatiale, Philippe Odelin, parce qu'effectivement, avec tous ces avions cloués au sol, la filière souffre énormément en Normandie, et puisqu'on a énormément de gens qui sont présents, RCL, etc. Alors, moi, j'aimerais bien que vous lui posiez une question, parce qu'on a eu le président de l'UAF, hein, c'est ça? De l'Union des aéroports français. Voilà, oui. tout à fait, en début de semaine, et qui nous expliquait que dans un avion, finalement, l'air était plus sain. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il nous donne des explications là-dessus, si vous pouvez lui demander pour nous, Marc. Parce qu'apparemment, l'air est renouvelé tous les un quart d'heure, 20 minutes. Oui, mais il opposait cet argument-là au fait qu'il n'y avait pas de distanciation physique dans les avions. Voilà. Donc peut-être avoir un éclairage là-dessus. Dans l'absolu, moi, ça pourrait m'intéresser. Et puis donc, Marc, sachez Marc, hein. que la semaine prochaine, nous serons en ligne avec également une dirigeante de la filière aéronautique et spatiale pour justement parler des PME. Donc vous voyez que nous serons connectés sur la filière normande. Et on a Guillaume qui nous demande qu'en est-il du poiré? Vous avez parlé du cidre, mais vous n'avez pas parlé du poiré. Vous avez des infos? Le poiré se vend peu également, comme le calvados, mais la difficulté pour tous ces producteurs, c'est qu'une deuxième récolte va pointer son nez à l'automne prochain et on n'aura pas réussi à écouler la première. Donc tous ces produits-là, notamment les produits haut de gamme, restent dans les rayons. Eh bien, très bien. Marc Braun, journaliste aéronautique de Paris-Normandie, qui intervient régulièrement ici sur le plateau de Lignes Ouvertes. Bon week-end, Marc. Merci, Marc. Et promis, la semaine prochaine, on dynamite, on disperse, on ventile. On ventile. Ah, ça, c'est de la culture. Ça, c'est de la culture. Les 100 ans de Diard. Voilà, vive Bernard Blier. Merci, Marc. Tiens, pendant ce temps-là, on avait Guillaume qui nous dit, les trois journalistes sur le plateau, qu'est-ce que vous retenez de la semaine? Quel est le fait marquant, l'info qu'on a traité, que vous retenez de la semaine? Alors moi, à titre personnel, mais c'était plutôt la rouverture des écoles. Et surtout, moi, ce que j'ai vu hier, j'ai eu l'occasion d'être dans une école à Saint-Saëns. L'organisation aujourd'hui dans les écoles, les contraintes aujourd'hui qui s'imposent, ne serait-ce que le lavage des mains, etc., ça donne un temps fou. Et de voir des enfants quasi immobiles au milieu d'une cour de récréation posés sur des marques au sol. C'est un peu glaçant, non, d'ailleurs? Il y avait un côté un peu, alors il y avait un côté un peu surréaliste, un côté un peu triste, et en même temps voir aussi les enfants s'adaptent parfaitement, et ça mettait aussi quelque part du baume au cœur. Donc voilà, moi c'était vraiment la question des écoles. Et vous? Moi, ce serait plutôt la question de la revalorisation des salaires pour les soignants. Voilà, il y a eu des annonces pour les primes. Alors vraisemblablement le décret est passé ce matin, donc il devrait pouvoir la toucher sur le salaire de juin. En théorie, si oui. En théorie. Oui. Voilà, il y a eu cette histoire de médaille qui a hérissé le poil de beaucoup de soignants et de syndicats de soignants. Voilà, eux, ce qu'ils attendent, c'est une revalorisation des salaires, un dégel du point d'indice. Et pour l'instant, il n'y a pas le début de la queue d'une avancée sur ce sujet-là. Voilà, et puis moi, pour être très bref, ce que je retiens, peut-être vous parliez de l'UAF, l'Union des aéroports français. On avait son président cette semaine. Voilà, mais je retiens qu'on est passé du tout à rien, c'est-à-dire que d'un secteur aéronautique commercial qui faisait que pour très peu d'argent, on pouvait aller passer une semaine en Tunisie. Maintenant, on ne peut plus aller nulle part. Pourrons-nous retourner à ce prix? J'en suis pas sûr du tout. Il va peut-être y avoir une modification profonde de la façon de faire voler les avions. Et puis, des conséquences en chaîne, évidemment, notamment sur toute la sous-traitance et jusqu'aux PME dans les régions qui produisent pour les grands donneurs d'ordre que sont le groupe Airbus, par exemple, ou le groupe Boeing, puisque en Normandie, beaucoup de petites entreprises produisent pour le groupe Boeing. On nous demandait le teasing pour la semaine prochaine, et bien j'en fais un seul. Lundi, on sera à nouveau en direct de New York. Et puis on termine avec de la peinture, avec Dominique Verviche qui est en ligne. Bonjour, monsieur le peintre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous aider de contribuer à finir cette semaine d'information, là, en touchant notre sensibilité avec votre peinture. Je voudrais juste vous faire réagir sur la façon dont je vous ai appelé depuis le début de cette émission d'aujourd'hui. J'ai annoncé le peintre visionnaire de l'Apocalypse. Alors, vous allez peut-être me reprendre sur cette formule? Oui, parce que visionnaire, oui, je vois bien, mais Apocalypse, non.
c'est un changement, disons, d'époque que je peins. Et Bah, tout de suite, on montre quelques ça. toiles pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Voilà, pendant que vous continuez à Oui. nous dire. Alors, pourquoi bah, c'est quand même apocalyptique, quand même. Enfin, franchement, moi, j'aimerais pas m'y retrouver, là, dans les scènes que vous peignez depuis un certain nombre d'années. Oh, c'est un rêve glacial, mais si on se réchauffe, alors il y a beaucoup de confinés, parce que c'est vrai qu'on voit que des pingouins, mais bon, ceci dit, tout se passe bien dans les maisons, hein. Si on regarde bien. Alors, parce que pourquoi visionnaire finalement? Finalement, vous ne l'êtes peut-être pas tant que ça, visionnaire, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que vous peignez des toiles avec des scènes de glaciation, alors que justement, aujourd'hui, on nous explique depuis un moment que c'est l'inverse qui se passe. On va plutôt vers un réchauffement. Alors, avez-vous été si visionnaire que ça? C'est pas sûr. Oui, voilà. Alors, moi, je parle le dérèglement climatique. Alors, il y a des moments où, bon, ça va plutôt pour un réchauffement, mais justement, moi, je propose un grand coup de froid. C'est pour histoire de ne pas être trop pessimiste, justement apocalyptique. Et donc, je propose une autre vision. Et les pingouins sont là parce que eux, ils aiment bien le froid. Est-ce qu'il y a eu des pingouins confinés? Est-ce que vous avez donné naissance à des pingouins pendant le confinement? Alors, enfin, pas vous, mais votre art, ouais, je veux moi, dire. j'étais confiné, mais donc j'ai beaucoup peint. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que moi, j'aime beaucoup l'eau, tout ça. Et j'aimerais bien qu'on libère les plages. Voilà, on y On revient. revient au sujet du début. C'est impératif, parce qu'en fait, moi, j'ai un problème de dos, les piscines sont fermées. Et de ne pas pouvoir me baigner, vraiment, nager, surtout. C'est laquelle la plage la plus proche de chez vous? Oh, c'est Vol-les-Roses. 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 Ah oui, oui. Mais là, Et vous allez vous baigner à Vol-les-Roses toute l'année? Oui, je me baigne toute l'année. Ah d'accord. C'est revigorant. Un vrai pingouin. Et bon, on reste pas longtemps dans l'eau, hein, mais là, ça va, c'est bon. Là. Mais justement, on n'est pas nombreux. On risque pas Dominique Verviche, toucher. Hein. Dominique Verviche, les artistes musiciens sont évidemment pénalisés par la fermeture des salles. Les auteurs ne peuvent pas aller en dédicace. Qu'en est-il pour les peintres? Vous n'allez pas pouvoir exposer avant un petit moment, là. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce qu'on imagine qu'une exposition peut être organisée en respectant les règles de distanciation physique, en respectant les gestes barrières, etc. Oui, actuellement, j'avais pas d'exposition au printemps, là, donc j'en ai qu'une prévue, vraiment, c'est la Galerie Rollin au mois de décembre à Rouen, là. Donc, bon, ça pose pas trop de problèmes pour moi. Mais est-ce que vous avez peint plus que d'habitude ou d'ordinaire pendant ces 2 derniers mois? Plus, oui. Oui, j'ai peint plus. J'ai fait une série de conteneurs sous l'eau Corona. D'accord. Des Corona. Des conteneurs Corona. Et est-ce qu'on pourrait, pour finir, Dominique Verviche, est-ce qu'on pourrait imaginer que votre trait de peinture puisse peut-être quitter un peu ce thème de la glaciation pour aller vers celui du réchauffement? Alors j'ai une série, ça s'appelait, c'était une période verte. Alors, j'ai fait de la végétation et en fait je suis passé après au froid. Alors il est possible que je revienne vers la végétation, mais c'est possible. Non, encore une question un peu personnelle. Avec cet attachement à la glaciation qui ne se dément pas avec les années qui passent, est-ce que vous avez pensé à consulter un psychanalyste? Ah non, non. Et vous? C'est quoi cette question, Sylvain? Non, mais attendez, je vous ai présenté la question sous une forme un peu humoristique. Oui. Simplement, ma question c'était qu'est-ce qu'il y a finalement de profondément ancré en vous qui permettent, en termes de création, de s'attacher à cette idée de la glaciation qui fait évoluer les paysages que l'on connaît, nous, sous une région tempérée. Oui, mais non, non, j'aime beaucoup le froid. D'ailleurs, c'est pour ça que je
je me baigne l'hiver, mais je vais à la montagne aussi. J'aime bien la montagne. Bon, j'ai juste une demande. Si on vous envoie une photo du plateau avec nous trois, est-ce que vous pouvez nous glacer, nous faire un plateau de PNTV avec des pingouins? Ah oui. Et l'équipe de PNTV. Notre plateau télé glacé avec des pingouins, ça serait bien. Hein. Mais alors bon, il va falloir qu'on négocie le tarif avec l'artiste peintre. On commence tout de suite à parler d'argent. Ben non, je voudrais pas qu'on le fasse travailler pour rien aussi. Non, je rends hommage aussi à l'artiste qui vit de sa peinture. Et puis on a aussi, j'ai pas noté le prénom, mais quelqu'un qui nous dit là, qui nous suit, qui nous dit, bah tiens, le 107, le bâtiment 107, la rive gauche dans lequel est notre studio télé, bah c'est pareil. Vous l'avez peint le 107 là entre le 107, oui, je l'ai déjà peint parce que je l'ai fait. Je l'ai fait en peignant le 108. En fait, il est juste à côté, le 107. Bon, et puis on nous demande aussi sur les réseaux, on nous demande Anthony en esquimau et Thomas en pingouin. Ça peut être pas mal, Merci beaucoup. Non, c'est fait. Merci beaucoup Dominique Verviche de nous avoir aidé à conclure cette émission de fin de semaine. Et bonne peinture. D'accord. Merci à vous. Eh bien, messieurs, l'esquimau et le pingouin. Et vous, c'est quoi je sais pas. Moi, écoutez, je prends le surnom qu'on me donne. Hein, c'est pas. Comment vous dites? L'Inuit. Ah oui, l'Inuit. On vous donne rendez-vous à toutes et à tous en vous souhaitant un très bon week-end. Lundi, même plateau. Oui, si, j'ai tout bien dit. Hein, j'ai rien oublié. Même plateau, même heure. Il y a Helmut Fritz. Non, il n'y a pas Helmut Fritz. Ça c'est fait. Et voilà, on se retrouve lundi en direct à partir de midi et nous irons retrouver notamment Marc-Antoine Jarry. Il habite New York, il travaille dans la pub et il aura plein de choses à nous dire. Ciao. Bon week-end. Bon week-end à tous.